Bonjour, je suis le docteur Samir Ben Osman et dans cette vidéo, on va parler des principes de psychologie et de psychiatrie. Donc, ces sciences, elles vont étudier la manière avec laquelle le cerveau va explorer l'environnement et les gens à l'aide de ces processus cognitifs et ce qui va influencer sa personnalité et son comportement. Et tout déséquilibre de ce système peut entraîner des troubles mentaux. Donc, parlons un peu plus de la cognition et comment elle se fait. Le cerveau, il comporte ce qu'on appelle des réseaux de neurones, c'est-à-dire des neurones qui sont rassemblés en plusieurs réseaux, comme vous pouvez voir ici la représentation. Et ces réseaux de neurones, ils vont être spécialisés dans le traitement de stimuli particuliers, comme vous pouvez voir ici le réseau neuronal de la vision, par exemple. Et donc, il y a plusieurs réseaux qui vont traiter des stimuli soit internes, comme le froid, la faim, la satisfaction, etc., ou des stimuli externes comme des objets comme les cubes, les triangles, les personnes, les événements, etc. Et donc il y a plein de réseaux de neurones qui processent toute cette information pour se faire une idée de ce que les choses sont. C'est quoi les objets, c'est quoi les personnes, c'est quoi les goûts, ainsi que leur impact sur la personne. C'est-à-dire ça c'est un objet que j'aime bien, ça c'est un goût que j'aime bien, ça c'est une expérience que j'aime bien, ça c'est un souvenir que j'aime bien, etc. Et donc cela permet au cerveau de se forger ce qu'on appelle un modèle du monde, par la vision, l'ouïe, etc. Et après, il va récompenser les activités ou les expériences jugées bénéfiques en émettant des molécules de plaisir et d'épanouissement, etc. Ou de punir les autres activités ou expériences jugées mauvaises par l'émission de molécules de douleur ou de remords, etc. Et donc, avec la répétition, ces réseaux, ils vont créer ce qu'on appelle des raccourcis. En fait, ils vont créer plus de connexions entre les neurones qui sont les synapses que vous voyez ici. Et donc, plus de neurones veut dire un réseau plus renforcé. Et donc, ça permettra d'identifier rapidement le niveau des stimuli similaires à ceux qu'on vient d'apprendre. Donc, la prochaine fois, dès qu'on voit un cercle, on va dire, hop, c'est un cercle, parce qu'on a un réseau qui est très développé pour reconnaître les cercles. Et donc, plus un réseau neuronal va être utilisé, plus il va être interconnecté et renforcé. Et donc, il va créer des habitudes de reconnaissance sans beaucoup d'énergie. Donc, c'est une méthode efficace pour maintenir l'apprentissage, on va dire. Et il en va de même pour les réseaux de mémoire, par exemple, qui stockent les événements et qui les recréent à chaque fois qu'ils doivent être rappelés. Cependant, cette efficacité les rend, ces réseaux de neurones, elles vont les rendre vulnérables aux erreurs et à ce qu'on appelle des biais. Et il y a plein d'exemples de biais, certains sont bénins, d'autres ils sont un peu moins bénins. Et on va citer quelques exemples. Par exemple, il y a les illusions d'optique, qui est un biais, un biais de reconnaissance optique, comme vous voyez ici. Mais aussi, on a des biais, on va dire, de personnalité, tels que le biais de l'altération de mémoire, c'est-à-dire que la mémoire va être déformée par des événements qui se passent après l'événement dont on veut se rappeler. Le biais de confirmation, qui va conduire la personne à favoriser les faits qui vont affirmer ses actions et à défavoriser les faits qui vont être en contradiction avec ce qu'il croit. Les biais d'optimisme, c'est-à-dire estimer des meilleurs résultats pour soi-même que pour la population générale. Et, euh, et quand il y a quelque chose de mauvais, on dit que oui, ça arrive qu'aux autres. Ça fait partie du biais d'optimisme. Le biais d'ancrage, qui est en fait l'influence par la première information, même si elle est fausse, elle va être ancrée dans notre cerveau. On a aussi l'heuristique de disponibilité, qui est en fait de surestimer la fréquence d'un événement en fonction du nombre d'exemples qui viennent facilement à l'esprit. Pardon. On a aussi la version aux pertes, c'est-à-dire de préférer d'éviter une perte plutôt que d'essayer d'obtenir un avantage. Et les préjugés de groupe, c'est-à-dire la propension à agir comme agit le groupe et à favoriser les membres de ce groupe au dépit, ou plutôt aux dépens de membres qui sont de groupes étrangers. Et bien plus de biais. Donc comment tout cela façonne la personnalité? Donc les gens ont des personnalités différentes qui vont être dues à leur génétique ainsi qu'aux apprentissages cognitifs et aux préjugés qui ont été façonnés par les parents, les événements et la réaction
de la société à leur comportement. Donc les personnalités, elles vont varier considérablement, mais elles vont avoir tendance à suivre, on va dire, des leviers de personnalité qui sont dans l'acronyme OCEAN, donc ouverture à l'expérience, comme on voit ici, conscience, extraversion, agréabilité et névrotisme. Et donc tout cela, en fait, c'est des leviers et chaque personnalité, elle sera plus ou moins ouverte, plus ou moins consciente, plus ou moins extravertie, plus ou moins agréable, etc. Et donc, en fonction de cela, en fait, on aura des personnalités différentes. Et il y a une importance à connaître les personnalités, notamment dans le monde du travail, pour permettre de mettre les gens dans l'endroit où ils sont le plus productifs et de ne pas les mettre dans les endroits où ils ne sont pas performants. Et aussi, par exemple, pour les astronautes, ils font des tests de personnalité poussés pour éviter de mettre des gens qui ont des personnalités qui ne sont pas compatibles ensemble et de les confiner dans une station spatiale parce que il va y avoir plein de problèmes qui vont sortir de ça. Donc, comment cela va influencer les croyances et les comportements de l'individu? Donc déjà, ça commence, comme on l'a dit, par les idées reçues, soit par la famille, soit par les personnes d'autorité, soit par les institutions, et qui vont être combinées avec des événements, c'est-à-dire ce qui arrive à l'individu, et tout ça, ça va être des entrées qui sont des idées reçues sur la personnalité. Celles-là, elles vont forger des croyances. Soit des croyances, on va dire, stimulantes et positives sur soi, c'est-à-dire je peux, je suis capable, etc. Ou limitantes, c'est-à-dire je ne peux pas, je ne suis pas capable, etc. Et donc ça va influencer l'image de soi, mais aussi l'image et les croyances sur les autres, c'est-à-dire sur les autres gens et sur les autres groupes de gens. Donc ça peut être sur cette personne en particulier, moi j'aime pas ou j'aime cette personne, ou des groupes, c'est-à-dire moi je pense X, Y, Z des Africains, moi je pense X, Y, Z des hommes, moi je pense X, Y, Z des femmes, etc. Ainsi que des croyances sur la vie en général. C'est-à-dire par rapport à ça, ils vont prendre des conclusions. Donc la vie est un endroit de test, ou la vie est une loterie, ou la vie est juste un endroit pour ramasser de l'argent, etc. Et donc ça va donner des valeurs qui vont être ancrées de plus en plus dans la personnalité, c'est-à-dire je dois être honnête, ou je dois être rusé, ou je dois être malin, ou je dois avoir de la puissance, ou je dois être en forme, etc. Et donc, ces valeurs, avec les événements, elles vont s'ancrer de plus en plus. Il faut juste noter ici que les mêmes événements, ils peuvent avoir lieu à des individus, mais avoir des effets opposés sur les individus en fonction de leur génétique et en fonction d'autres événements qui ont précédé celui-là, etc. Donc cela va dicter les actions et le comportement de cet individu, c'est-à-dire comment il va agir et aussi comment il va interpréter les réactions de la société à ses actions. Et en général, ça va renforcer ses croyances et le comportement répété, il va conduire à la définition de l'identité, c'est-à-dire qu'il va s'identifier comme la personne qui veut le plus d'argent ou quelque chose comme ça. Les gens, bien sûr, ils vont pas verbaliser ces croyances comme ça, ils vont pas dire oui parce que j'ai été tapé quand j'étais petit, donc je crois, etc. Mais ils vont rationaliser leurs actions en donnant des justifications. Et les justifications, elles peuvent être objectives, mais elles peuvent aussi être subjectives ou parfois même infondées selon les croyances qui ont été acquises et la personnalité de l'individu. La société, elle va aussi renforcer des croyances de groupe auxquelles il est beaucoup plus facile de se conformer que d'être anti-groupe, on va dire, parce qu'il suffit juste de répéter ce que les gens disent pour que les gens soient contents de cette personne. Cependant, il faut noter que il y a des événements majeurs qui peuvent changer les croyances et les valeurs et les actions et l'identité. Ça peut être le décès d'un proche, ça peut être un fait important dans la vie, ça peut être des guerres, ça peut être des catastrophes naturelles ou des dictatures, etc. Et elles peuvent emmener l'individu et voire même des sociétés à modifier leurs croyances et leurs vues de soi-même et de l'environnement et ainsi leur comportement. Il y a aussi une chose intéressante dans ça, c'est que le changement de comportement, il peut être fait de manière consciente. C'est-à-dire, on peut décider de créer de nouvelles habitudes, comme commencer à faire du sport, ou faire un régime, ou de faire une nourriture saine, etc. Et donc, on peut commencer par de petites étapes, en les répétant, et à chaque fois qu'on arrive à répéter cette petite étape, on se donne une petite récompense pour que notre cerveau considère que c'est une bonne expérience à récompenser, et donc il développe les réseaux de neurones qui disent que ça c'est bien, il en faut plus,
et pour que ça devienne une routine, et après une habitude, et après que ça fasse partie de l'identité, et comme ça que ça puisse remplacer une mauvaise habitude ou arrêter une mauvaise habitude. Donc maintenant qu'on a vu comment l'environnement il affecte la personnalité, ben, quels sont les potentiels troubles qui peuvent survenir sur la personnalité? Ben, d'abord, en termes de prévalence, les études elles estiment qu'une personne sur trois, elle souffre d'un trouble mental. Donc le chiffre il peut paraître très 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 grand, mais je dois mettre un peu de biais dans ce chiffre parce que en fait il y a un biais dans les études psychologiques et psychiatriques. Par exemple, 91% des études psychologiques et psychiatriques confirment les effets qu'ils recherchent. Alors qu'on s'attendrait à ce qu'il y ait moins de recherche parce qu'on ne sait pas quel est l'effet, on est en train de faire la recherche. Et encore pire, 2 tiers des études psychologiques, en fait, elles ne sont pas reproductibles. C'est-à-dire qu'elles sont faites par un groupe, ils publient leurs études, un autre groupe essaie de faire exactement la même étude, ben, il n'obtient pas les mêmes résultats. Et aussi que la plupart de ces études, elles sont faites sur des populations de volontaires qui sont blancs, occidentaux, éduqués, industrialisés, riches et dans des pays démocrates. Et en fait, cette population, elle ne représente que 12% de la population mondiale. Pardon. Et donc, toute extrapolation, il faut mettre un grain de sel dans ça et dans les chiffres qui sont présentés. Donc, comment se manifestent ces troubles mentaux et quelles sont les origines de ces troubles mentaux? Ben, je dois déjà souligner que en fait, les causes des maladies mentales et des troubles mentaux ne sont pas toujours bien comprises, mais elles vont impliquer une combinaison de prédispositions génétiques comme un névrotisme élevé ou une instabilité émotionnelle, avec des idées, des événements qui vont survenir pendant l'enfance ou la jeune adolescence, tels que des dysfonctionnements familiaux, comme l'abus, la négligence, le rejet, mais aussi ça peut être la gâterie qui, quand elle est répétée, elle peut induire le narcissisme, mais aussi des troubles sociaux tels que le harcèlement à l'école, au travail, la discrimination, etc. Ou des événements traumatisants, comme on a dit, la mort d'un proche, des maladies graves ou maladies graves d'un proche. Ça peut aussi être causé par des maladies genre biologiques, organiques, graves ou chroniques, comme les maladies cardiaques ou les cancers et les diabètes qui peuvent s'accompagner de dépression et d'autres troubles. Et aussi, parfois, une mauvaise alimentation peut augmenter les risques de troubles mentaux. Donc, il y a aussi d'ailleurs, parallèlement à ça, ce qu'on appelle des divergences, qui sont en fait comme l'autisme par exemple, ce ne sont pas des troubles mentaux, mais en fait c'est une organisation différente du cerveau, qui fait que ces personnes-là ont des difficultés, ont une vision différente du monde, et ils ont des difficultés avec les activités sociales avec les autres gens, et ils vont avoir tendance à aimer bien les comportements répétitifs et ne pas aimer le changement de routine, etc. Donc comment se manifestent ces perturbations? Elles vont se manifester déjà vers la puberté et elles auront deux grandes manières ou de grandes familles de manifestations. On a l'intériorisation, c'est-à-dire que le trouble il va être dirigé vers le patient lui-même. Donc ça va être comme par exemple l'anxiété, la dépression, les phobies, les délires ou même la toxicomanie, etc. Ou ça peut être extériorisé, c'est-à-dire que les troubles vont être dirigés vers les autres, comme ce qu'on a dit, le narcissisme, la manipulation, l'agression, la délinquance, etc. Et donc les troubles les plus répandus dans le monde sont la dépression, qui est définie comme la perte d'intérêt pour la vie quotidienne, suivie par les troubles qu'on appelle bipolaires. Bipolaire parce qu'en fait c'est une alternance de phases dépressives et de phases maniaques, où les gens deviennent beaucoup plus maniaques. Elle est suivie par la schizophrénie et autres psychoses, et en fait elles sont définies par des épisodes, entre des épisodes de délire ou de désorganisation, suivis par d'autres épisodes de démotivation, etc. Et donc comment ces troubles sont-ils diagnostiqués? Quels sont les principes du diagnostic en psychologie, en psychiatrie? Donc déjà, le diagnostic est fait avec l'examen mental, qui est basé sur l'apparence du patient, sur son comportement et sur les symptômes qui ont été rapportés par le patient lui-même, ainsi que les antécédents mentaux si on a,
Et parfois, on fait des tests psychologiques, c'est-à-dire des questionnaires pour en savoir plus sur le mode de fonctionnement et de réflexion du patient. Le diagnostic, comme vous pouvez le voir, est ainsi assez subjectif et donc ça peut entraîner du surdiagnostic ou des mauvais diagnostics. Parallèlement à ça, les psychiatres, qui est en fait une sous-spécialité de médecine, donc les psychiatres, ils peuvent aussi faire un examen clinique pour rechercher la présence de maladies chroniques, etc., genre une composante organique qui pourrait avoir impact sur les troubles mentaux. Et donc, pour essayer de remédier à cette subjectivité dans le diagnostic, il y a des efforts actuellement pour utiliser la neuroimagerie pour pouvoir établir des critères plus objectifs de ce qui se passe dans le cerveau et essayer de les associer à des symptômes et des troubles. Mais pour le moment, c'est encore dans son enfance et elle est encore confinée à la recherche. Donc, elle n'est pas encore utilisée en clinique. Et donc, quels sont les principes de traitement et de prévention des troubles mentaux? Donc, comme on l'a dit dans la médecine, la prévention, c'est le meilleur des traitements. Et donc, la prévention chez les personnes qui sont à haut risque, elle va donner les meilleurs résultats. C'est-à-dire en favorisant, par exemple, une dynamique familiale saine, en essayant de prévenir le stress social ou le stress à l'école ou au travail, et en promouvant un mode de vie sain, c'est-à-dire physiquement, nourriture, sport, etc., stabilité émotionnelle. Et donc, voilà des manières pour la prévention, on va dire, psychologique. Après, en termes de traitement, il y a deux types de traitements. Il y a la psychothérapie et la pharmaceutique, c'est-à-dire les médicaments. Bien sûr, les psychiatres, ils vont être autorisés à donner des médicaments. Et en fait, apparemment, de plus en plus, les psychiatres, ils vont se concentrer de plus en plus sur l'aspect médicamenteux et ils vont orienter les patients vers les psychologues pour la psychothérapie. Donc, parlons un peu de psychothérapie déjà. Donc, la psychothérapie, elle est faite de plusieurs, on va dire, écoles de traitement. Parmi les écoles, il y a la thérapie cognitivo-comportementale, qui en fait se base sur la modification des pensées qui sont sous-jacentes au trouble et des comportements associés à ce trouble, et en essayant de recréer des croyances plus saines pour l'individu. On a aussi parmi les écoles de traitement la psychanalyse, dont le principe est d'aborder les conflits et les défenses psychiques qui sont conscientes ou subconscientes, qui sont genre en dessous de la manifestation du trouble mental. On a aussi la thérapie familiale, qui est en fait la thérapie du patient avec les membres de sa famille pour essayer de recréer une dynamique familiale saine. On a aussi des approches dites approches humanistes, qui en fait consistent en l'utilisation en l'incitation du patient à utiliser positivement ses propres instincts pour trouver la guérison et l'épanouissement. Et donc, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a plusieurs écoles de pensée, elles ne sont pas toujours compatibles, et il y a des gens qui sont formés à l'une ou l'autre, et donc il y a des gens qui ont commencé à essayer de développer des approches qui sont fusionnelles, et de les intégrer dans ce qu'on appelle la psychothérapie intégrative, qui intègre plus ou moins toutes ces techniques. Par contre, cette intégration n'est pas encore standardisée ou bien établie. Donc par rapport à ça, on a les médicaments. Et donc les médicaments, contre les troubles mentaux, ils vont agir sur des récepteurs, et récepteurs veut dire protéines, des récepteurs spécifiques qui sont dans des neurones qui sont responsables de zones de l'humeur, des émotions, etc. Et donc, on va cibler ces zones pour essayer de calmer les réseaux de neurones qui sont en train d'être exacerbés pour faire les troubles. Et donc, on va essayer de stimuler ou de bloquer l'activité pour réduire les symptômes. Mais du fait de la similarité des protéines dans les voies neuronales, donc ces médicaments, ils sont souvent peu sélectifs, c'est-à-dire ils vont aller taper dans les réseaux de neurones qui n'ont rien à voir avec le trouble. Et du coup, ils vont avoir de nombreux effets secondaires qui peuvent eux aussi affecter négativement la vie du patient. Je veux juste dire un mot par rapport à un mode de médicament. Le cerveau, il perçoit souvent la pilule comme étant efficace et active, même quand elle ne contient pas de principe actif, c'est-à-dire quand elle ne contient pas de médicaments. Et ça, c'est l'effet placebo. Et donc ça, c'est parfois utilisé en psychiatrie pour traiter les patients avec des placebos avec succès. Et juste pour finir sur les médicaments, en raison de la tendance au surdiagnostic dont on a parlé, et aux erreurs de diagnostic à cause de la subjectivité du diagnostic,
eh ben, il existe par conséquent une tendance à la surprescription de médicaments psychiatriques auxquels il faut prendre garde. Et avec ça, nous arrivons à la fin des principes de psychiatrie et psychologie. J'apprécie vos commentaires et je vous retrouve dans la vidéo prochaine.